Merci à tous. C'est aujourd'hui aussi les 10 ans de ma première conférence que j'ai faite à l'AFUP à la Villette en 2009. Voilà. Non, on a 40 minutes. Alors, Symfony HTTP Client contre Guzzle contre HTTP Plug. Je vais vous donner un petit peu l'histoire de tout ça et puis essayer de faire monter la mayonnaise tout doucement pour que vous compreniez pourquoi on a fait le client et ce qu'il apporte. Si vous avez des questions à la fin, je serai très heureux d'y répondre. Si on n'a pas le temps de le faire après, je serai disponible aussi, évidemment. C'est parti. Alors moi, je suis donc Nicolas, je contribue beaucoup à Symfony. 13 000 contributions sur l'année, c'est beaucoup. Parce que j'aime ça, je trouve ça cool, parce qu'il y a toujours des gens qui interagissent avec moi tous les jours, qui me posent des questions sur Slack. Je vous encourage à le faire si vous avez des questions sur Symfony. Symfony, c'est open source, ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire que la question de savoir comment je suis financé est une question importante que je me pose moi personnellement, pour des raisons évidentes, mais qui n'a pas de réponse évidente dans la durée. Aujourd'hui, sur le blog de Symfony, il y a Fabien qui a annoncé un bouquin pour Symfony 5 qu'il est en train d'écrire depuis 2 semaines et il va continuer à écrire ça pour le publier en même temps que Symfony 5, c'est-à-dire dans un mois. Il a fait un Kickstarter pour financer ça. Le but, c'est que pendant 2 ans, ce bouquin, on va faire comme le bouquin Blackfire, c'est-à-dire le distribuer gratuitement aux conférences pour permettre à tout le monde de découvrir toutes les pratiques qu'on a développées pendant 2 ans, c'est-à-dire pendant tout le cycle de développement de Symfony 5. Si vous avez l'occasion d'y contribuer financièrement, ça sera très bienvenu. Voilà, le mot est passé. Je continue, merci. La préhistoire des clients HTTP. La préhistoire des clients HTTP, c'est fopen. Dans PHP, il y a des primitives, des fonctions qui nous permettent de parler à des serveurs HTTP. Donc voilà comment on fait aujourd'hui un call HTTP avec fopen. Donc on a notre petite URL, fopen. Comme il y a des stream wrappers dans PHP, on peut directement utiliser le protocole HTTP. Et puis c'est parti. On récupère le contenu à partir du fopen et on fait JSON decode et on récupère le payload. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui font ça parce que c'est facile, efficace, ça marche. Évidemment, ça devient un petit peu compliqué quand on a besoin de rajouter des headers pour s'authentifier, de streamer les choses. Voilà, donc c'est la préhistoire. C'est bien. C'est peut-être un des clients les plus utilisés malgré tout. La version un petit peu améliorée, voire énormément améliorée, c'est curl. Curl, c'est une extension qui est optionnelle, donc ça veut dire qu'on a moins de portabilité à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas coder votre code uniquement sur curl si vous voulez qu'il soit portable. Et voilà comment on fait la même chose avec curl. Curl, c'est une interface C. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément objet, l'intégration est plus complexe, l'API n'est pas forcément super friendly. Par contre, l'API est très puissante. Ici, c'est un exemple assez concentré, condensé, pour faire une requête toute simple et récupérer une chaîne de caractères qui est le body. Voilà, en quelques lignes, on peut faire beaucoup plus de choses avec curl. Alors, ça, c'est fopen. Je vous ai dit, c'est un stream wrapper. Il y a une option qui permet de rajouter les headers, c'est-à-dire quand on rajoute des arguments à la fonction fopen, on peut spécifier le contexte. Et dans le contexte, il y a plein d'options. Chacune des options, alors la première colonne, c'est les options directement liées à HTTP, au protocole. Donc ça veut dire les headers, la méthode, donc le verbe HTTP, passer par des proxys, suivre les redirections, voilà, des choses comme ça. La deuxième colonne, ce sont les headers, les paramètres SSL, où on va spécifier le certificat, ce genre de choses. Je ne vais pas tout vous lister, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est compliqué, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que ça permet de résoudre des problèmes de la vie réelle. Passer à travers un proxy, c'est un problème de la vie réelle. Curl permet la même chose et beaucoup plus de choses. Ça, c'est juste un petit extrait des options qui sont disponibles. Donc il y a curl, cette option, qui permet de définir n'importe quoi là-dedans. Et on peut faire des choses très avancées. Bon courage pour utiliser ça directement. Moi, ça m'a pris très longtemps pour aller à la pêche à tout ça, essayer de comprendre à quoi ça servait et de trouver un use case par rapport aux besoins qu'on peut avoir dans des applications Symfony. Et donc, ça fait partie des choses qu'on met dans des abstractions, dans des clients HTTP. Je dis « on » parce que Guzzle a fait la même chose, et Symfony, évidemment, aussi. C'est un peu trop bas niveau. Alors, il y a une version encore plus bas niveau, c'est d'utiliser directement les sockets TCP. Donc, on ouvre un socket TCP, on se connecte sur un port, et puis là, c'est parti, on parle en binaire quasiment, parce qu'on peut faire du SSL, on peut faire de la compression, on peut faire lire les headers, écrire les headers. Il y a des clients, il y a un client basé sur FSOCopen, sur FSOCopen dans HTTP Plug. C'est Joël, je ne sais pas si Joël est là, qui l'a écrit, parce que ça peut être pratique d'avoir directement la main sur le protocole.
Alors, ensuite, il y a eu l'âge de pierre, ou l'âge du feu plutôt. Guzzle 3. Guzzle 3, c'est le client à papa, c'est celui qui marche, qui rend service, qui n'est pas forcément designé en termes d'abstraction, design pattern, tout ça. C'est pas fait pour l'interopérabilité, c'est fait pour avoir un client pratique à utiliser. Ça package les choses. Donc c'est vraiment bien. Ça a ouvert la porte, et voilà comment on utilise donc Guzzle. Le problème, c'est que Guzzle 3, c'est fini. Guzzle 3, c'est plus maintenu. Guzzle 3, ça marche, ça a une dépendance sur l'Event Dispatcher 2.1. Évidemment, plus personne n'utilise ça. Donc c'est fini. Alors Guzzle, je ne sais pas si tout le monde a l'expérience d'utiliser Guzzle au cours du temps, mais c'est une histoire assez chaotique, parce que Guzzle 3, Guzzle 4, Guzzle 5, Guzzle 6, à chaque fois, il faut tout réécrire parce qu'ils ont tout changé. Ça, c'est le nouveau nom du paquet pour avoir Guzzle, la nouvelle version. Donc c'est Guzzle 5 ou 6. Voilà, là, on utilise la version 5, c'est parti. Et puis, si on veut la version 6, c'est parti aussi. Le casse-tête à ce niveau-là, c'est dire comment on fait maintenant pour avoir une librairie qui a besoin d'un client HTTP et qui dit « moi, j'ai besoin de Guzzle 5 ». Et puis, on a besoin d'utiliser une autre librairie qui, elle, a dit dans son composer JSON « j'ai besoin de Guzzle 6 ». Bah, c'est pas possible. Donc, on s'est tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, retrouvés face à cette situation de ne pas pouvoir utiliser la librairie A avec la librairie B parce que pas la même version majeure. Donc ça, c'est quelque chose que Guzzle nous a montré qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Alors, malgré tout, Guzzle, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Si on veut faire la même requête que précédemment, on fait ça. Donc on crée un client. Le client, il sait faire plein de choses. Et voilà comment on fait une requête basique. Ça utilise des requêtes et des réponses dites PSR7. Donc on a besoin de créer la request d'abord. Donc là, on instancie un objet que Guzzle fournit, et puis on le passe au client qui nous retourne une réponse. Et puis sur la réponse, on a des méthodes. Donc là, on voit response, getBody, getContents. Et puis là, on a la chaîne de caractères. On fait un JSON décode dessus, et on a la même chose. C'est exactement la même chose que précédemment. Après Guzzle, ou plutôt avec Guzzle et avec toute cette histoire-là, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait beaucoup de clients. Beaucoup de clients, ça veut dire Guzzle, ça veut dire des sockets, ça veut dire des gens qui utilisent curl. Il y a Buzz aussi, dont je ne vous ai pas parlé. Il y a Zen qui a un client, il y a Cake qui a un client, React PHP, Pickle, l'extension Pickle. Et donc, il y a des gens qui ont essayé de travailler sur une homogénéisation de ces interfaces. Et donc, cette initiative s'appelle HTTP Plug. Je vous ai parlé de Joël qui en fait partie. Joël, il est là sur le stand redirection.io. Et donc, il y a quelques années, ils ont commencé avec cette idée, ce rêve, d'unifier tous les clients HTTP. Alors, voilà comment on fait avec HTTP Plug. Comment on fait une requête. Alors, on instancie. Là, j'utilise. Alors, HTTP Plug, c'est une abstraction. Une abstraction, ça veut dire c'est un contrat, c'est du texte, c'est des interfaces qui disent comment ça doit marcher. Les implémentations, à chacun d'en fournir. Le projet en fournit 2, on va les voir tout à l'heure. Symfony HTTP Client en fournit aussi une implémentation. Donc si vous avez une librairie qui type int ces interfaces, ça va marcher très facilement. Donc voilà comment on fait. Avec Symfony, on crée une instance du client HTTP, HTTP Plug client. On crée la request avec client create request. C'est une requête PSR7. On fait client send request, on récupère la réponse. Et c'est la même chose que Guzzle, puisque PSR7 est la chose en commun entre les deux clients. D'accord? Alors, HTTP Plug version 1 prédate un truc qui s'appelle PSR18, qui a une autre convention, qui permet en gros de définir le comportement et de définir cette méthode send request. C'est que ça, PSR18. HTTP Plug 1 prédate, donc n'est pas compatible PSR18. HTTP Plug 2 est PSR18. D'accord? Donc, la même chose. Donc, cette implémentation fonctionne avec les deux, parce qu'en fait, les type int et tout ça sont compatibles en grande partie. Et on vient juste de changer l'implémentation. On est toujours avec l'implémentation de Symfony HTTP Client. Cette fois-ci, on utilise les interfaces PSR18. J'ai juste changé le nom du client. Ça se comporte un tout petit peu différemment dans certains cas, pas sur cet exemple, parce qu'on voit que la seule chose qui change entre les deux, c'est le nom de l'implémentation. Derrière les interfaces, c'est HTTP Plug V2 ou PSR18. Voilà, c'est tout. Et avec ça, on a couvert tous les cas d'usage simples, requête-réponse, synchrone. Toutes ces interfaces sont synchrones. C'est-à-dire que quand vous faites un send request, s'il y a un problème, il faut que send request
envoie une exception. Et la response que vous avez quand vous faites getHeaders dessus, pour lire les headers, bah, ils doivent être là. Donc tout ça est synchrone. Mais il y a plein de use cases qui sont synchrones, donc ça marche très bien pour ces use cases-là. Et c'est à ça que sert PSR18, HTTP Plug, dans sa version synchrone. Et ben voilà. Si vous avez besoin de ça, si vous écrivez une librairie qui a besoin de s'abstraire d'un client HTTP et qui a besoin ou qui ça se suffit de requêtes synchrones, pas de problème, c'est résolu avec toutes ces versions. Je passe là-dessus. Alors, évidemment, un client HTTP, il y a beaucoup plus de choses qu'on a envie de faire avec. Toutes les options de transport dont je vous ai parlé sur fopen, elles ont été créées pour quelque chose, elles servent à quelque chose. Le fait de pouvoir changer le certificat, le fait de pouvoir désactiver la vérification SSL, il y a plein de use cases où on a besoin d'options, que ce soit celle dont je viens de vous parler ou d'autres dans la liste que curl ou que PHP fournit. On veut aussi faire de l'asynchrone, on veut donc envoyer plusieurs requêtes en parallèle, on veut aussi pouvoir multiplexer les réponses, c'est-à-dire que si vous téléchargez plusieurs choses en même temps, vous voulez pouvoir gérer tout en même temps, en fonction de l'ordre d'arrivée du réseau. Et puis évidemment, on sait qu'il y a HTTP 2, HTTP 3, qui sont enfin, HTTP 3 n'est pas encore là, mais les expérimentations montrent que ça va plutôt être sympathique. HTTP 2 est déjà là, et on commence à l'utiliser de plus en plus pour faire des choses de plus en plus avancées. C'est ce que fait Kevin avec Vulkan et Mercure. Alors, avec le composant HTTP client, nativement, si on peut dire, la première interface implémentée par le client HTTP ressemble à ça. Ici, on crée un client, on envoie une request, on passe tout de suite le verbe et l'URL, on récupère une response, donc il n'y a pas d'objet request intermédiaire, c'est une différence. Et puis il y a aussi une différence, c'est que vous voyez sur la response, il y a plusieurs méthodes, et il y en a une de ces méthodes qui est toArray. toArray va s'occuper de faire le JSON decode et nous retourner le tableau qui est la réponse. Une chose en plus que va faire toArray, c'est qu'il va gérer, la méthode va gérer l'implémentation et le contrat vont gérer les erreurs. C'est-à-dire que sur les slides précédents, si vous êtes relecteur attentif, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de gestion d'erreurs. Le JSON decode, s'il échoue, bah, ça va échouer n'importe comment. On ne sait pas comment, parce que JSON decode, c'est pas terrible, la gestion des erreurs par défaut. Donc toArray implémente tout ce qu'il faut pour avoir une belle exception, JSON d'exception, qu'on va pouvoir traiter normalement, parce que c'est pas grave. Normalement, on fait du code qui sait survivre à ce genre d'événement. L'interface native du client HTTP aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déclenche 4 types d'exceptions, les voilà. Alors, les exceptions de type transport, c'est les choses, le réseau est coupé en cours de route, il se passe un problème de vérification SSL alors qu'on veut les vérifications, voilà, toutes les choses liées au réseau. Donc évidemment, transport, exception, interface, c'est pour ça. Ensuite, quand on utilise les méthodes getHeaders, getContent, quand on utilise la réponse, par défaut, vous allez récupérer des exceptions si le code de réponse que vous avez récupéré du serveur, c'est une 400, une 500 ou une 300. Une 300, c'est vous suivez les redirections, et à un moment vous dites stop, au bout de 5 redirections, ça ne sert à rien de suivre la 6e. Si la 5e, c'est encore une redirection, vous allez récupérer une redirection exception. Le client exception, c'est les 404, et le serveur exception, c'est les 500. Alors l'interface un peu plus détaillée d'une réponse, ça ressemble à ça. GetStatusCode, getHeaders, getContent, toArray. Les trois que je viens de citer avec cet argument qui permet de désactiver éventuellement la gestion des erreurs, ou plutôt les exceptions HTTP. C'est-à-dire si vous voulez gérer les 400 comme des requêtes, comme des réponses normales, bah, c'est aussi possible, mais par contre, il va falloir le dire explicitement. D'accord ? Donc je vous encourage à ne jamais passer d'argument la première fois que vous codez, et puis ensuite à augmenter, à désactiver plutôt les exceptions, à condition d'écrire le code de gestion des erreurs. Ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est que vous mettiez false partout en disant des exceptions, j'en veux pas, parce que ça crie quand ça ne marche pas. D'accord ? Donc si vous faites ça, ça sera tant pis pour vous, désolé. Ne faites pas ça, mettez false que si vous écrivez aussi le code qui gère l'erreur quand elle arrive, ou qui gère la 400, parce que c'est peut-être pas une erreur. Voilà. Deux dernières méthodes, cancel, pour interrompre un flux, une requête, une réponse. GetInfo, pour savoir quel est l'état à l'instant T de la réponse. Donc au tout début, il n'y a rien dedans, parce qu'au tout début, quand on a envoyé request, les requests sont lazy, donc il ne s'est rien passé. Vous faites client request, vous avez un objet réponse, et c'est instantané, le passage d'une ligne à l'autre, parce qu'il ne s'est rien passé. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des choses avec la réponse pendant qu'elle arrive. Alors, est-ce qu'on va se retrouver avec le même problème que Guzzle, c'est-à-dire qu'on a Symfony 4 aujourd'hui, demain on a Symfony 5, demain ça veut dire fin novembre, hein. Est-ce qu'on va avoir le même problème d'une librairie A à librairie B qui ne va pas pouvoir utiliser le client version 4, version 5? Non.
Non, parce que dans Symfony, et c'est aussi une des propositions de valeur du client HTTP de Symfony, bah, c'est qu'on a des process, et nos process, on les a depuis plusieurs années, on sait comment comment les respecter, comment les améliorer, comment les suivre, et donc on a un track record qui nous montre que bah, c'est possible d'avoir plusieurs versions majeures soutenues, supportées en même temps par des librairies. Donc vous connaissez toute la politique de versionning, tous les 6 mois on fait des versions, on a une backward compatibility promise, on a des promesses de compatibilité avant, ça veut dire qu'en 4.4, si vous fixez toutes les dépréciations, vous êtes averti en avance de phase qu'il y a des choses qui vont casser en 5 si vous ne les fixez pas avant. On aurait pu faire les choses différemment, hein, genre Symfony 1, Symfony 2. Il n'y a pas une notice de dépréciation détaillée, hein. C'était juste pas possible. Voilà. Donc en fait, Symfony, voilà, une des propositions de valeur du client, c'est aussi ça, de l'ordre des process. Alors, juste un slide pour vous dire que sur symfony.com, la première utilisation du client, ça a été de l'utiliser dans le site symfony.com qui utilise des API. Donc là, on est sur une API et Packagist, et on utilise Guzzle sur cet écran-là, on utilise Buzz aussi, on utilisait Buzz. Bon voilà, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le type-int, et vous avez vu les interfaces pour des cas d'utilisation simples ressemblent beaucoup. C'est très facile de passer de l'un à l'autre, parce que ici, c'est que des requêtes synchrones. On ne s'embête pas à faire plus simple, à faire plus compliqué pour des besoins comme ça. Des petites choses quand même par rapport à Guzzle. Ici, on type-int une interface. Là, je vois, nous, on a type-inté client. Client, c'est l'implémentation de Guzzle. Donc là, on a un découplage qu'on vient d'effectuer en type-intant une interface versus une implémentation. Et le découplage entre l'interface et l'implémentation va un cran plus loin. C'est que c'est deux composants séparés. En fait, il y a Symfony HTTP Client, ça c'est le composant. Et il y a Symfony HTTP Client Contracts, et ça c'est un autre package qui ne contient que les interfaces. Donc c'est une abstraction. Vous pouvez l'implémenter si vous le souhaitez. On a aussi une implémentation, si vous souhaitez l'utiliser, qui s'appelle HTTP Client. D'accord? Donc on a un vrai découplage entre les deux. Et au-delà du découplage, on a aussi une caractéristique technique, c'est que les instances des clients HTTP sont sans état. Elles sont stateless. Ça, c'est une grosse différence par rapport à Guzzle. Guzzle, il va gérer les cookies, donc il y a un cookie store. Il y a plein de choses qui font qu'un service Guzzle, il peut avoir un comportement différent en fonction de son histoire. D'accord? Il n'est pas stateless. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû se casser les dents sur cette caractéristique manquante à Guzzle. Et donc, du coup, voilà, une des choses essentielles du client Symfony, c'est ça. Alors, je me suis dit que ça vous dirait d'avoir un petit peu de code qui marcherait. Alors, j'espère qu'il va marcher. C'est pour vous montrer des exemples de à quoi ça ressemble. Hop, on est là. Alors, mon tout premier exemple, je ne vais pas l'exécuter, mais c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est lisible, si c'est assez clair, mais c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà. fopen, 2 lignes, extcurl, ensuite Guzzle. Je ne vais pas faire ça parce que ça, c'est juste une requête synchrone. J'ai juste vérifié que ça marchait avant, histoire d'être sûr que je ne vous dise pas n'importe quoi. Alors, j'ai un autre petit exemple que j'aime bien utiliser, qui est celui-ci. OK, ça dépend énormément de la connexion, le résultat, mais ça, c'est une démo qu'Akamai fait pour démontrer les bénéfices d'HTTP 2. Donc, on a à gauche la version chargée avec HTTP 1.1 et à droite la version chargée avec HTTP 1.2. Ça dépend beaucoup du réseau. Donc là, on est sur le réseau du Marriott. On voit qu'on a 2 secondes 6 d'un côté, 2 secondes de l'autre. Donc on a un gain de performance par l'utilisation du protocole. Vous avez vu la façon dont l'image s'est chargée. C'est plein de petites tuiles. Alors j'ai été voir les petites tuiles. Il se trouve qu'il y en a 379 et que je connais leur URL, puisqu'il suffit d'aller voir le source. Et donc ce que je vous propose, c'est de les télécharger avec un petit peu de code. Donc première version, on a la version de Guzzle. La version de Guzzle, ça dit, pour i de 0 à 378, voilà l'URL, crée-moi la request, récupère la réponse, le contenu. Et donc là, on est parti, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge toutes les images les unes après les autres. D'accord? Donc je vais exécuter ça. Hop. Un petit point par image. C'est parti. On en a pour 4 secondes 5. Voilà le résultat. Je vais continuer. J'en ai un autre qui est HTTP plug, la version socket. Donc celui-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des fsock open. Vous vous souvenez?
Donc fsoc_open, c'est parti. Là, on fait une requête à chaque point. C'est un peu plus lent. Je pense que c'est parce que Guzzle utilise curl, et que curl, il a sûrement un état de connexion qu'il peut réutiliser d'un point à l'autre, d'une requête à l'autre. Donc ça va plus vite. Ici, on voit qu'on a 13 secondes. Voilà. Alors j'ai une première version pour Symfony que je vais vous montrer, qui est la version qui s'appuie aussi sur PHP natif. C'est-à-dire que là, on est avec un fopen aussi. Alors je dis aussi, c'est pas vrai, parce que la version précédente, c'était avec fsoc_open et l'implémentation PHP écrit directement les requêtes HTTP. Donc elle écrit tout à la main, si on peut dire. Alors que là, on est avec le stream wrapper PHP qui fait une partie du boulot pour nous. Donc on a le même temps. Je veux dire, la différence là est non significative, c'est pareil. D'accord? L'intérêt de ces deux implémentations-là, c'est qu'elles sont portables. Vous vous souvenez de ça. Alors j'ai curl évidemment en local, je l'ai utilisé. Et curl en local, ça donne quelque chose d'équivalent à Guzzle, c'est normal, on utilise la même techno qui est derrière. Je ne suis pas sûr que la différence entre 3.7 et 4.5 ou 4.7 soit significative, donc je ne veux pas insister là-dessus. Voilà. Curl d'un côté, fopen de l'autre, voilà les deux résultats, d'accord? Les implémentations, si on regarde dans le détail, ou plutôt la façon de l'utiliser, si on regarde Symfony, c'est client request, get content. Si on regarde les autres, il y a PSR7 qui nous oblige à faire des ronds de jambes. Des ronds de jambes, ça veut dire qu'il faut d'abord, alors c'est tous un peu la même chose, il faut d'abord créer une request. Là, il se trouve qu'on voit tout de suite qu'on a un couplage à une implémentation, parce qu'on fait un new quelque chose, donc il faut un paquet qui nous fournit l'implémentation de la request. Alors il se trouve qu'avec le client Symfony, on a aussi, je ne l'ai pas ici, mais on a aussi une méthode qui s'appelle createRequest. Donc on ne l'a pas ici, ça ne va pas marcher ce que je fais, mais on fait create request, la même chose, et on récupère une request en étant découplé finalement de l'implémentation de la request. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, send request, get body, get contents. Ça vaut par ça? Ça vaut pour ça, ouais? Convaincant ou clair? Alors maintenant, deuxième variante, on va télécharger les images en asynchrone. Donc tous les clients ont une interface qui ressemble un petit peu, enfin qui se ressemble à chaque fois. Ici, on va utiliser Guzzle dans un premier temps. Donc Guzzle, qu'est-ce qu'on fait? On a les mêmes images, sauf que cette fois-ci, les requests, on va les envoyer avec une autre méthode qui s'appelle sendAsync et qui nous retourne une promise. Les promises, c'est des promesses de complétion, de promesses de résultats, et on les garde toutes dans un tableau de buffer, dans une file d'attente. Et puis une fois qu'on les a toutes planifiées dans la première boucle, on va toutes les lire. Et pendant qu'on wait, vous voyez, on fait promise wait, pendant qu'on wait la promesse en cours, c'est-à-dire pour l'itération numéro 1, évidemment, l'implémentation derrière, elle va monitorer toutes les promesses en même temps et les résoudre en même temps en tâche de fond pour nous. Et donc, du coup, on va tout faire en parallèle. D'accord? L'implémentation et la façon d'utiliser tout ça est compatible. Le résultat, la valeur de retour de wait, c'est aussi une réponse PSR7. Et donc là, on fait get body, get content, comme on faisait juste avant, et on récupère les images. Donc si je fais ça, c'est la version async cette fois-ci. Voilà, on est passé à 2 secondes 3 avec Guzzle. Dans un premier temps, on attend que les promesses soient résolues, et tout d'un coup, elles sont toutes résolues, et on affiche tout d'un coup. D'accord? Parce que le premier wait a attendu pour tout le monde. Donc là, c'est Guzzle qui se base sur curl. Si on n'a pas curl, ça ne marche pas. Je vais vous faire la même chose avec HTTP plug. Alors, l'implémentation, tout à l'heure, j'utilisais HTTP plug socket, mais l'implémentation en mode asynchrone n'est pas faite. Je pense que ça serait un boulot de fou, parce qu'il y a déjà curl et je crois que faire gérer de la sync en PHP, c'est pas forcément idéal, ça demande beaucoup de temps. Donc là, ce qu'on fait, c'est que ça ressemble en fait énormément, parce que là, on est sur HTTP plug version 2. Je vous ai dit, HTTP plug version 2, c'est PSR 18. En fait, pas totalement, parce que HTTP plug version 2, ils ont été plus loin de PSR 18. Il y a aussi une autre interface qui s'appelle la HTTP Async Client, je crois, ou HTTP Client Async. Donc, toujours est-il que la méthode ne s'appelle pas sendAsync, elle s'appelle sendAsync Request, et on récupère une promise aussi en retour. L'interface de la promesse n'est pas exactement la même, parce qu'elles ne sont pas compatibles entre Guzzle et celle-ci. Mais voilà. C'est parti. Hop, pareil. C'est normal. Et puis ensuite, on va utiliser Symfony.
cool, non? Alors pourquoi? Alors déjà, je vais vous lire le code, et puis après, je vous explique. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait client request, et je vous ai dit tout à l'heure, les réponses qu'on récupère de client request, elles sont lazy. Il ne se passe rien. Donc on les collectionne aussi. On dit toutes ces réponses-là, il ne s'est rien passé encore. On les a juste planifiées. C'est un peu comme des promesses, sauf que c'est des réponses. Et donc ensuite, on va les lire. Et de la même façon, quand on lit le contenu de la réponse dans la deuxième boucle, getContent, on va monitorer toutes les autres réponses qu'on a planifiées au coup d'avant. Et donc on est capable de tout faire en parallèle. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que ça va beaucoup plus vite? La réponse, c'est parce que l'implémentation qui est derrière, elle est basée sur curl et qu'on utilise HTTP2. Et HTTP2, c'est un aller-retour pour 379 requêtes. Voilà, c'est tout. Et l'implémentation et l'interface, tout ça est compatible avec. Alors je pense que Guzzle, il pourrait le faire. Ils attendent juste une pull request de quelqu'un et qui serait content de leur dire que voilà, vous avez, avant que Guzzle était là, Symfony est passé là, et puis j'attends que quelqu'un d'autre amène l'étape suivante. Voilà, donc je trouve ça cool. Voilà, ça c'est pour ma petite démo. Je vais continuer un petit peu avec des petites choses et des petits slides. Premier gros warning, c'est que je vous ai montré, j'ai utilisé dans mes slides HTTP plug curl client. En fait, ne l'utilisez pas. Voilà, ne l'utilisez pas, c'est tout. Ça, c'est Jérémy qui nous a fait un tweet au moment où il a passé son application de HTTP plug curl à Symfony HTTP client. Ça, c'est le CPU. D'accord? Donc, je vous laisse deviner où est Symfony HTTP client. Ce n'est pas Symfony HTTP client qui est excellemment mieux, c'est l'implémentation du curl qui n'est pas bonne du tout. En fait, il y a une boucle infinie dedans. Enfin, pas une boucle infinie, mais il y a une boucle d'attente qui tourne à 100% du CPU. C'est un bug qui est ouvert, il a presque 1 an maintenant. Non, presque 6 mois. Voilà. C'est pas résolu, donc je me dis, c'est pas très bon signe. Et j'ai regardé l'implémentation aussi de la version asynchrone, c'est-à-dire les promesses. Et en fait, ce n'est pas des vraies promesses. L'implémentation n'est pas compatible avec les promesses A, A+, qui devraient être normalement le comportement attendu. Donc voilà, je vous dis juste, ne l'utilisez pas, ou contribuez pour l'améliorer si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème, je pense qu'il serait content de l'avoir. Le deuxième truc, c'est que sur le composant et sur le client de Symfony, en fait, il y a plein d'autres choses. J'ai d'autres slides, on va voir combien j'ai de temps pour vous expliquer tout ça. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. Et là, c'est un petit tweet de Kevin. Kevin qui dit que quand il travaille sur Vulkan, donc Vulkan, c'est un programme en Go, et ce programme en Go, il parle en HTTP2 des deux côtés, et en particulier, il utilise HTTP2 push pour faire du preloading de ressources linkées dans des API JSON. D'accord? Donc vous avez une requête, une réponse principale qui est le user. Le user, il a peut-être des liens vers d'autres sources. Et vous récupérez les liens vers les autres sources en même temps si vous les avez demandés. Un peu comme dans GraphQL, on demande un graphe d'objets. Il utilise le client de Symfony pour faire les requêtes HTTP2 et faire le push, parce qu'il n'y a pas de client Go qui gère l'HTTP2 push. Voilà, donc c'est cool. Le gars, Emmanuel Odeke, c'est un gars qui travaille sur Golang, de la core team de Go. Donc je trouve ça cool d'avoir PHP qui dit à Go, bon les gars, il va falloir bosser maintenant. Oui, ils vont nous rattraper très vite, ils vont nous dépasser, j'ai aucun souci là-dessus. Mais je trouve que c'est de la bonne compétition, c'est de la bonne émulation. Alors, je peux continuer encore un petit peu sur le client HTTP. Je vous ai parlé de l'abstraction, je vous ai parlé du contrat. Tout ce que je vous ai raconté est dans le contrat. Ça, c'est la liste de toutes les options qui sont définies dans le contrat. Donc, ce n'est pas des détails d'implémentation, c'est vraiment dans le contrat. Ça veut dire que les deux implémentations basées sur FOpen et sur curl implémentent toutes ces options. Je ne vais pas vous les lire. Mais ça permet de couvrir tous les use cases. Enfin, en tout cas, 99% des use cases. Je suis sûr que vous en avez en tête qui ne seront pas couverts si je vous dis que tout est couvert. En voilà quelques-unes. Gestion des timeouts. Il est possible avec... Alors, c'est le troisième argument de la méthode request. Vous faites client, request, get, URL, option. Et les options, donc timeout, pour gérer le timeout, le temps maximum que vous êtes prêt à attendre où il ne se passe rien sur le réseau. D'accord? C'est ça le timeout. Le proxy, comment est-ce qu'on passe à travers des proxys d'entreprise, des proxys HTTP. OnProgress, c'est un callback qui va être appelé à chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent pour que vous puissiez construire des progress bars, par exemple. Base URI pour pouvoir faire des requêtes relatives, et puis que la base URI serve à résoudre et à en faire une requête absolue.
Resolve, c'est rigolo, c'est une table, nom de domaine, adresse IP, qui permet de court-circuiter le DNS. Donc ça, c'est très utile si vous avez des workers chez vous qui envoient des webhooks chez vos clients. Parce que si vos clients ils vous envoient des webhooks vers des URL qui sont non pas les URL de leur infra, parce qu'en général, ça sert à ça, les webhooks, mais des URL de votre infra, par exemple l'URL pour purger l'Elasticsearch. Personne n'a le problème de sécurité chez lui? Réfléchissez-y. Eh bien, vous avez envie, en fait, avant que ça arrive, de vérifier l'adresse IP de destination du webhook et de vérifier que l'adresse IP n'est pas dans votre réseau privé. Parce que si l'adresse IP est dans le réseau privé, gros problème. D'accord? Et donc, pour faire ça, il ne faut pas se baser sur le DNS parce qu'il y a des DNS menteurs. Il y a des DNS qui, la première fois, répondent A et la deuxième fois, répondent B. Donc, vous faites une vérification à l'extérieur, vous faites « Ah, OK, c'est pas une adresse privée ». Et le client, vous lui dites bah, « Maintenant, c'est à ton tour de résoudre le nom de domaine ». Et là, le DNS menteur, il dit « Ah, maintenant, c'est l'adresse IP privée ». Et là, vous êtes coincé. Donc pour faire ça, évidemment, la technique, c'est à l'extérieur du client faire les vérifications et ensuite de passer au client les adresses IP déjà résolues grâce à l'option Resolve, et vous êtes safe. Max Redirects, je vous en ai parlé indirectement, c'est pour faire suivre les redirections jusqu'au maximum défini. Alors, on peut aussi streamer les uploads. Ça marche qu'avec curl parce que l'implémentation bas niveau de PHP FOpen ne le permet pas. Ici, c'est un exemple, on voit une intégration avec le composant MIME. Le composant MIME permet de générer du MIME multipart, qui est un encoding particulier pour uploader des fichiers. Et donc là, on délègue à MIME la génération d'un itérateur, finalement, et puis le client HTTP, lui, il saura utiliser cet itérateur pour le streamer sur le réseau. Dans l'autre sens, on peut aussi faire ça. Genre, je ne vous en ai pas parlé dans les comparaisons, parce qu'en fait, ça, on ne peut pas le faire avec les autres clients. Mais vous avez un itérateur client stream, et client stream, ça permet de yielder, en français, des chunks, en français aussi. Et donc, des chunks, c'est des choses qui se passent sur le réseau. Donc là, vous voyez, on est en train de télécharger une image ISO, chunk par chunk, c'est-à-dire petit bout par petit bout, et d'écrire tous les petits bouts sur le disque dur au fur et à mesure qu'ils arrivent. Voilà. Le premier chunk dit « les headers viennent d'arriver », le dernier chunk dit « c'est fini ». Ça, je vous ai montré, c'est la démo, je ne vais pas passer là-dessus. Ça, c'est la version où on lit les réponses dans l'ordre d'arrivée du réseau. Parce que si vous réfléchissez à ma boucle précédente, à ma démo, on lisait les réponses dans l'ordre des requêtes. Mais maintenant, peut-être que vous avez envie d'être complètement asynchrone et de lire la troisième réponse ou de la traiter avant la première, si elle arrive avant la première. On est d'accord? Donc là, cette fois-ci, on fait client stream, on passe plusieurs réponses. Et on a des chunks toujours, mais en clé, on a la réponse en question, qui correspond au chunk. Et donc c'est parti, là-dessus, on dit chunk is last. Ah, ça y est, on a une réponse qui vient d'être terminée. Et entre les deux, il n'y a pas que le last chunk que vous pouvez traiter, vous pouvez aussi traiter les autres chunks. D'accord? Voilà, donc ça, vous avez déjà vu. Stream accepte aussi un deuxième argument, qui est un timeout. Donc ça permet de prendre le pas sur le timeout individuel qu'on set au moment où on fait les requêtes. Et là, ça permet de dire, pour ce groupe de requêtes, je suis prêt à attendre maximum X secondes parmi toutes ces réponses avant que finalement on puisse dire on me rende la main, avant que le stream me rende la main. D'accord? Donc ça permet, ici c'est un exemple typique qui permet de vérifier s'il s'est passé des choses, si des choses sont arrivées de façon non bloquante. On dit timeout 0, ça veut dire lis les buffers de la machine, génère-moi des chunks, puis c'est tout. Et puis moi peut-être que je ferai autre chose pendant ce temps-là, les buffers vont se remplir parce que le kernel et le noyau ils vont faire tout ça. Et puis parce que vous attendez sur une boucle AMQP des messages et des choses comme ça. Et donc de façon non bloquante, vous allez pouvoir vider les buffers autant que vous voulez, avec un timeout à 0. GetInfo, je vous en parle un tout petit peu. GetInfo, ça permet de récupérer des métadonnées ou des informations plus avancées sur la réponse, les headers de réponse de façon brute, y compris toutes les redirections qui précèdent. Ça peut vous intéresser. Le nombre de redirections qu'on a suivies, la redirection cible quand on est sur une 300, le temps, il y a des timestamps, donc il y a des timers qui permettent d'avoir ça. Je ne vais pas tout détailler. Il y en a une qui est très importante qui s'appelle request getinfo de debug, en vertical, qui permet de savoir exactement ce qui s'est passé sur la couche transport. Et donc là, on découvre beaucoup de choses. Là, c'est curl qui nous parle, et curl qui nous dit qu'il a réussi à réutiliser des connexions, qu'il a mis des stream ID, enfin des choses qui sont très utiles, parce que quand on cherche à comprendre ce qui se passe, il nous faut ce genre de détails. Et c'est ça qui nous permet de savoir pourquoi éventuellement quelque chose ne marche pas. Voilà, alors il y a le composant aussi. Combien de temps il me reste? OK.
Dans le composant, je vous ai dit, donc là on était dans le contrat, dans le composant, il y a l'implémentation basée sur fopen, je vais passer vite parce que je crois que je suis au bout. Il y a l'implémentation basée sur curl, c'est le slide d'après. Il y a une gestion complète des erreurs. Dans fopen, par exemple, et du coup dans Guzzle aussi, si vous utilisez l'implémentation basée sur fopen, s'il y a une interruption dans le flux au milieu du body, c'est pas grave, il vous donne la moitié du body. C'est tout, il ne se passe rien. Pas de problème. Donc si vous avez des problèmes dans vos microservices et ce genre de choses, c'est ce que disait Pascal et ce que disaient d'autres conférenciers sur la résilience, si vous avez des bouts de réponse dans vos messages d'erreur, bah, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de gestion des erreurs, il n'y a pas de détection des flux cassés dans fopen, et donc tout ce qui se baserait sur fopen ne marche pas, tout simplement. Sauf que là, évidemment, j'ai passé un petit peu de temps pour identifier le problème, et puis surtout trouver une solution pour ne pas avoir le problème. Il y a aussi des décorateurs, parce que là, on est en train de parler des implémentations de transport. Les décorateurs, ils vont se mettre par-dessus les transports, et ils vont rajouter des choses. Alors, le scoping HTTP client, il a un nom peut-être barbare, mais c'est celui que vous devriez utiliser systématiquement quand vous voulez définir des bearers, des tokens par défaut. L'erreur que je vois, que j'ai vue plusieurs fois, c'est de dire je crée un client HTTP et je lui dis par défaut envoie-moi le bearer ABCI. Voilà. D'accord. Et je lui dis aussi par défaut la base URI c'est api.github.com. Okay. Ce client-là, si on l'instancie juste comme je vous ai montré au tout début, les options par défaut on les passe au constructeur, bah on se retrouve à avoir une instance qui va envoyer le bearer à tous les hosts. Donc si ce client vous en servez pour taper que api.github.com, tant mieux. Mais si à un moment cette instance est utilisée pour aller n'importe où ailleurs, bah, le bearer il va partir aussi. Hein. Et les autres ils seront très contents de voir vos credentials de GitHub. Donc le scoping HTTP client, c'est un client qui envoie de façon conditionnelle ou qui active des options de façon conditionnelle en fonction de l'URL qui est demandée. Et donc là, vous lui dites, pour tout ce qui part chez api.github.com, rajoutez le token. Et là, vous êtes safe. Il implémente la petite logique pour faire ça. Le mock HTTP client, c'est pour les tests. Le caching HTTP client, il rajoute un cache qui va gérer les headers cache control, de telle sorte que si vous faites une première requête qui peut être mise en cache, la deuxième fois, il n'y aura pas de réseau. On lira le disque dur. D'accord? Donc ça, c'est cache control. PSR18 client, je vous en ai parlé. HTTP block client, je vous en ai parlé aussi. Le traceable HTTP client, il rajoute encore plus de timers et il est utile pour l'intégration dans la Web Profiler Toolbar, donc dans la toolbar de Symfony. Et donc si vous voulez des timestamps, savoir tout ce qui s'est passé, il va tout collecter. C'est son job. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais vous raconter? La suite, c'est à vous de la créer, parce que là, on n'a qu'un composant jusqu'à maintenant. La suite, ça va être de brancher ça dans Symfony dans un premier temps, donc c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est de la configuration que vous pouvez rajouter déjà aujourd'hui, parce que c'est en 4.3, c'est disponible, qui vous permettent de créer des clients scopés. Je vous ai expliqué ce que c'était. Voilà comment on crée un client scopé, qui va envoyer le token que quand on va aller sur cette URL-là. Ici, on est en train de faire une intégration avec BrowserKit. BrowserKit, c'est une API qui permet de simuler ce qu'on fait avec un navigateur. Cliquer sur un lien, soumettre un formulaire. Et donc, on voit que l'API BrowserKit, en lui passant un client en argument, finalement, en utilisant un HTTP browser qui récupère un transport de client en argument, on peut crawler un site de façon très simple. Comme vous avez l'habitude de faire des tests fonctionnels, parce que BrowserKit, c'est utilisé pour les tests fonctionnels, ça marche aussi avec un vrai serveur à l'autre bout. Ça veut dire que Goot, on ne va plus le maintenir. Goot, c'est fini. Voilà. Un petit dernier slide, ou quasiment, pour dire que tout ça ne sert absolument pas que de mon travail direct. Mon travail, ça a plutôt été d'aller piquer à tout le monde ce que je comprenais. Donc, un grand merci à fopen, c'est du C, ça se lit quand même. Donc il y a plein de choses là-dedans qui sont sympathiques et qui permettent de comprendre comment ça doit se comporter un client HTTP ou comment ça se comporte bas niveau. Composer, c'est le client HTTP le plus utilisé dans le monde. PHP. C'est pas Guzzle, c'est Composer. Guzzle, c'est le plus utilisé, je pense, après Composer. Dans Composer, il y a beaucoup de code pour gérer les proxys, pour gérer le SSL, tout ça. Et ce code-là, il le faut. Ils ne l'ont pas rajouté dans Composer pour rien. Donc il y a beaucoup de savoir-faire et d'expérience accumulée dans le code de Composer, parce qu'en plus, Composer, c'est le truc qui marche sur des machines qui sont configurées qu'à moitié. Et ça doit quand même marcher. Parce qu'on veut que Composer puisse démarrer, puisque c'est lui qui est le point de départ de toutes nos applications. Donc Composer, c'est compliqué. Bon, Guzzle, voilà, vous connaissez. Buzz, c'est un petit client qui est historique et qui marche bien, mais qui maintenant, je pense, passe le relais. HTTP Plug, je vous en ai parlé. Cake 3, ils ont un client sympathique aussi.
Axios, là on est plus sur du PHP, mais il y a des bonnes idées à reprendre ailleurs. Donc Axios, c'est un client JavaScript, et j'ai repiqué un maximum de choses qui pouvaient s'appliquer au client HTTP. Window.fetch, c'est le client HTTP de tous les navigateurs, d'accord? Les chunks, par exemple, l'idée des chunks, elle vient de window.fetch. Vous avez une API bas niveau qui vous permet de récupérer des chunks dans vos browsers et de traiter finalement le réseau dans les navigateurs ou même en Node.js si vous le souhaitez, si vous pouvez l'utiliser. J'ai un autre remerciement plutôt qui n'est pas sur la liste, c'est Go. C'est-à-dire que le for each client stream as response flash request, ça vient de Go. Parce que dans Go, vous pouvez avoir il y a du select match et ça ressemble à du select match. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une idée qui m'est venue au moment où j'ai regardé comment les clients Go fonctionnaient. J'ai fait « Ah ouais, mais c'est comme ça qu'il faut faire ». Du coup, j'ai tout réécrit ce jour-là. Et tous les relecteurs, parce que moi, je suis arrivé avec une pull request, c'est moi qui ai écrit le truc. Et puis, la pull request, il y avait plein de choses à critiquer, je ne savais pas du tout quoi, parce que moi, j'étais au bout de ma proposition. Et en fait, tout le monde, tous les relecteurs m'ont permis d'avoir quelque chose qui ne m'appartient plus vraiment maintenant, je pense, parce que il y a beaucoup plus de savoir-faire et d'expérience que ce que j'avais, moi, en soute. Et c'est juste incroyable, Symfony, pour cette raison-là. Ça permet de lisser les angles très, très, très vite. Voilà. Je vous remercie.